Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT breton. Après l'attaque survenue à Paris ce jeudi, quelle sécurité dans nos bureaux de vote ce dimanche? Fanny Cocognier nous en dira plus. Politique également avec Benjamin Bréon dans le duplex. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Et vous allez nous rappeler les enjeux bretons de ce scrutin. Oui, c'est une élection nationale, bien sûr, mais à l'heure de l'analyse, il faudra se pencher sur un certain nombre de particularités bretonnes. Eh bien, vous nous en parlez dans un instant, Benjamin. Dans l'actualité également ce vendredi, les addictions, elles sont au cœur d'une semaine de prévention dans le quartier des Quatre Moulins à Brest. Et puis une plongée dans les techniques de médecine à la Renaissance au château de Kerjan. Bienvenue à tous dans cette édition du vendredi 21 avril 2017. Le premier tour de l'élection présidentielle est ce dimanche et la question de la sécurité vient de surgir dans la campagne de manière dramatique. Un policier a été abattu ce jeudi soir sur les Champs-Élysées, une attaque revendiquée par l'organisation terroriste Daesh. Les bureaux de vote en France et en Bretagne seront donc largement surveillés, comme nous l'explique Fanny Cocognier. Ce dimanche, 671 bureaux de vote seront ouverts dans le Morbihan, 823 dans le Finistère. Dans un contexte d'état d'urgence et au lendemain d'une attaque ayant tué un policier, le plan Vigipirate s'appliquera de nouveau en Bretagne. Le 24 mars dernier, un état-major de sécurité s'est tenu dans le Morbihan. Il a défini les règles à appliquer ce dimanche. Parmi elles, la limitation du nombre d'accès aux bureaux de vote, l'organisation des files d'attente à l'écart de la voie publique ou encore le déploiement de patrouilles mobiles de gendarmes et de policiers nationaux. Les polices municipales seront également mobilisées et certaines villes prennent des mesures supplémentaires à celles imposées par le plan Vigipirate. C'est notamment le cas à Lorient. Autour de 4 bureaux de vote, la ville interdit l'accès et le stationnement en raison de la configuration des lieux. Pour rappel, ce dimanche, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h. Élection toujours et cette initiative, plusieurs chauffeurs de taxi bretons ont décidé de se rendre disponibles ce dimanche pour emmener les électeurs au bureau de vote. Des courses qui seront gratuites. Dans le Finistère, Kevin Ledréau attend les réservations pour les citoyens isolés de Lanvéoc, Crozon et Rosnoën. Il nous en dit plus au micro d'Aurélia Bossé. On a des collègues qui ont fait ça par le passé, il y a 2-3 ans déjà, qui avaient proposé des transports gratuits comme ça. Et donc on a décidé de le reprendre là, en discutant après un peu avec des gens dans la voiture. C'est un peu le sujet qui revient souvent sur le tapis en ce moment. C'est vraiment ouvert à tout âge et toutes les personnes qui ont vraiment besoin de se déplacer pour aller voter. C'est aussi pour montrer que le vote est important, que chaque voix est importante, surtout pour ces élections qui font beaucoup de bruit. Pour le moment, on n'a vraiment aucune idée de combien de personnes vont être intéressées. Et on continue de parler de cette élection majeure dans le duplex et on retrouve tout de suite Benjamin Bréon. Alors Benjamin, quelques 2,4 millions de Bretons sont appelés aux urnes ce dimanche. Oui Julie, et on sait que traditionnellement l'abstention est plutôt moins forte en Bretagne qu'ailleurs. En 2012, elle avait été de l'ordre de 15% au premier tour contre près de 20% au niveau national. Les Bretons avaient d'ailleurs très largement voté pour le candidat socialiste d'alors, François Hollande, avec presque 32% des voix dès le premier tour contre une moyenne inférieure à 29%. Mais la situation est très différente cette année et le candidat socialiste Benoît Hamon semble nettement distancé. Alors il y a aussi d'autres enjeux pour cette élection, Benjamin. Oui, bien sûr, on commencera par regarder de très près l'effet Le Drian, le ministre socialiste de la Défense, président de la région, a apporté son soutien à Emmanuel Macron. Ça n'a pas entraîné de vagues de grands élus bretons vers le candidat d'En Marche, mais qu'en sera-t-il des électeurs ? Autre enjeu, l'effet des affaires sur le vote Fillon. Le candidat des Républicains avait été très largement désigné par les électeurs de droite lors de la primaire, avec plus de 66% des suffrages au second tour. Mais c'était avant les affaires et avant sa mise en examen. Les Bretons, lui, ont-ils conservé leur confiance ? Jean-Luc Mélenchon, lui, avait fait sensiblement le même score en 2012 en Bretagne et dans le reste de la France, autour de 11%. Qu'en sera-t-il cette fois? Et puis bien sûr, la question du poids du Front National. Traditionnellement, il est plutôt moins fort en Bretagne qu'ailleurs. En 2012, Marine Le Pen avait fait 13,2% au premier tour contre presque 18% au niveau national. Mais entre-temps, il y a eu plusieurs scrutins. Et au régional, les listes bleu marine ont frôlé les 19%. D'ailleurs, Gilles Pénel
Le chef de file du FN en Bretagne a annoncé qu'en dessous de 19%, il considérerait ce vote comme un échec. En quelques mots, Benjamin, rapidement, le point sur le dispositif mis en place pour ce dimanche. Ah bah, tout le Télégramme sera sur le pied de guerre, évidemment, pour une soirée en direct. Résultat, réaction, vidéo, analyse sur le telegram.fr et sur les réseaux sociaux. Et puis lundi, on se retrouvera sur TBO pour une émission spéciale consacrée au premier tour avec les rédactions de TBO, de TB Sud et du Télégramme, des invités en plateau et des analyses. Rendez-vous lundi à 19h. Effectivement, rendez-vous pour cette édition plus longue lundi. Merci beaucoup, Benjamin. À bientôt. Drogue, alcool, tabac, jeux à gratter ou encore casino, les addictions peuvent être diverses, mais jamais sans effet. Pour la première fois, le centre social de Kérango à Brest organise une semaine de prévention sur ce sujet. Elle va durer jusqu'au 27 avril. Reportage sur place. Hervé a arrêté de boire il y a 19 ans, après de nombreuses années d'alcoolisme. À 67 ans, cet ancien ouvrier du bâtiment parle aujourd'hui sans tabou de son addiction. Il est fier de s'en être délivré seul. Suite à un premier divorce, et puis il y a pas mal de choses qui s'est engendrées. Bon, je ne le sentais pas bien, et puis j'étais voir mon médecin, il m'a dit qu'il faut mieux arrêter avant que ça aille trop loin. Et puis j'ai décidé, du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Et puis, c'est les 3 premiers jours les plus durs. Après, bon, c'est plutôt la tête qui... Si la tête suit, c'est bon, mais bon, j'avais ça en tête depuis longtemps, je voulais arrêter, et puis voilà. Un témoignage qu'il va partager durant toute cette semaine consacrée aux addictions, sans jugement et sans contrainte. Si les gens veulent un petit coup de main, moi je veux bien en donner. Mais je n'irai pas contre leur volonté. Voilà, je ne vais pas dire, bon, ils vont me dire, et toi quand tu buvais, tu t'es pas regardé. Voilà, moi, c'est pas mon but. Si les gens veulent un conseil, je suis le premier à le donner. Le centre social, situé dans un quartier prioritaire de Brest, voit passer chaque année près de 2000 personnes. Des jeunes, des adultes ou encore des retraités. Les comportements addictifs peuvent donc être variés. Jeux vidéo, écrans de télévision, drogue, alcool ou encore médicaments. Ça concerne vraiment la famille en général et souvent l'environnement familial qui peut être percuté par ça. Donc il fallait que des gens puissent en parler. C'est-à-dire que c'est hyper compliqué dans une cellule familiale. Comment on en parle, c'est pas évident. Et puis d'aller voir directement quelqu'un de la santé, oui c'est bien, mais c'est pas mal d'avoir des relais sur le territoire. Des professionnels de santé et des acteurs sociaux sont impliqués dans ce projet et vont intervenir toute la semaine. Une première édition qui pourrait se renouveler l'an prochain, mais aussi se développer tout au long de l'année. Bile jaune, bile noire, lymphe ou sang, voici les 4 éléments de la théorie des humeurs qui va disparaître à la Renaissance. Le château de Kerjan nous plonge avec l'expo Corps et âme dans cette époque riche en découvertes pour la médecine. Camille Pochet. Pour les médecins de la Renaissance, le corps et l'âme sont indissociables. Ils étudient l'être humain comme un tout lié à l'univers entier. Dans la formation des médecins de la Renaissance, il y a encore l'astronomie qui est liée à l'astrologie. C'est vraiment une science et ça fait partie de l'apanage des médecins. Donc, quand on va vous opérer, par exemple, on va regarder l'alignement des astres et on va savoir si c'est le bon jour pour opérer ou s'il faut attendre un petit peu. L'histoire ne dit pas si des fois on n'attendait pas trop longtemps. À la Renaissance, le médecin soigne l'humeur des patients à coups de lavement et de saignée. Il examine aussi ses urines. Au XVe et XVIe siècle, des médecins précurseurs font des découvertes en disséquant les corps et trouvent de nouveaux outils pour opérer. On était vraiment liés aux écrits antiques et à la tradition. Et ce qui relie Ambroise Paré et André Vézal, c'est la pratique. André Vézal va disséquer lui-même. Ambroise Paré opère lui-même sur les champs de bataille et au-delà. Donc c'est vraiment ça qui est important, c'est qu'on va sur le réel, sur le corps réel. L'époque de Galilée, Léonard de Vinci et Gutenberg verra aussi naître des découvertes prodigieuses et fondatrices en médecine et achèvera, du moins pour la science, de séparer l'âme du corps. Et on retrouve tout de suite le Tour de Bretagne en 60 secondes. Le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a confirmé ce vendredi le lancement de la construction de 5 frégates de taille intermédiaire de classe Bellara. Montant global du marché 3,8 milliards d'euros. Le lancement était très attendu du côté de Lorient qui en assurera la fabrication.
Mieux ne vaut pas être trop dans leurs pattes quand ils chargent. Eux, ce sont les Cobras de la 5e compagnie d'instruction de l'école de gendarmerie de Tivougerette à Châteaulin. Ils reviennent de leur stage d'entraînement aux affrontements de rue en Dordogne. Un nouvel épisode de leur formation que nous suivons depuis le début et que vous pouvez retrouver sur letélégramme.fr. Et enfin, entraînement toujours, mais au sauvetage en mer cette fois. Ou mieux que dans le Ratsin, peut-on s'habituer aux conditions difficiles, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce qu'ont fait 19 sauveteurs de la SNSM ce jeudi, par 2 degrés au lever du jour. Bravo à eux et bon week-end à tous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi 19h pour une édition spéciale présidentielle en Bretagne. Très bon week-end et bonne soirée.